les événements de 1996, je n'ai jamais eu de réponse. Pourquoi tuer les malades dans l'air libre? J'étais médecin, j'avais la responsabilité de ces malades. J'avais promis de les protéger. Et malheureusement, j'avais quitté Alemera pour aider un autre malade. Et derrière moi, tout s'est passé. Et j'ai toujours ce sentiment, pourquoi ça s'est passé, pourquoi il n'y a rien eu après. J'ai toujours du mal à pouvoir complètement oublier cela. Et là, quand j'y retourne, c'est comme si l'histoire, il y a un défilé dans ma mémoire de tout ce qui s'était passé. Conférés, nommons et proclamons M. Denis Mukwege Okengere, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. L'université constitue les derniers remparts et doit plus que jamais rester ce lieu où l'on prépare les jeunes générations à s'indigner. S'indigner quand certaines multinationales, en complicité avec certaines autorités étatiques et locales peu scrupuleuses, s'enrichissent au prix de la destruction de la femme, des piliers de l'économie congolaise. S'indigner quand un peuple paisible est forcé au déplacement et à l'exil afin de laisser son territoire aux prédateurs armés qui se livrent au pillage des ressources minières en temps d'exil, les coltons. S'indigner quand ces appareils électroniques tachés du sang que nous avons tous dans nos poches sont vendus librement sur le marché européen et mondial sans que personne ne s'en émeuve vraiment. Si la guerre dure toujours depuis si longtemps, c'est parce que des groupes armés, mafieux, des rebelles, des militaires vident le Congo de ses richesses minières. J'ai toujours comparé le Congo à une bijouterie sans porte et une fenêtre et une garde. Et donc, tout le monde a entre ses ailes. Et donc, je pense que ça peut être nos richesses au lieu que ça nous serve et que ça nous donne la possibilité de pouvoir harmonieux. Ces richesses ont été la source de notre malheur et de notre misère. Aujourd'hui, nous sommes classés parmi les pays les plus pauvres du monde. C'est incompréhensible.
Dr. Mukwege has been a tireless advocate for human rights and the rights of women. So, Doctor, I'd ask you to stand and be recognized. We don't do that often, but this is an extraordinary feat. Thank you. I am an American looking to do my part for a country and a people I believe in and care deeply about. The legendary Dr. Denis Mukwege is a two-time Nobel Peace Prize nominee and one of the bravest people I have ever known. His Panzi hospitals provided critical care to more than 30,000 women who have been raped and brutalized, and even in the face of persistent death threats, he remains a tireless advocate for women's rights. So I want to thank him. You know, people have the desire to live, to do better, to survive, and that's what, not just the empathy for what they've gone through, but their desire to reclaim themselves and their personal human dignity. The people of Eastern Congo, particularly the women of Eastern Congo, have to believe that the military is there for them, not to be an opportunity for abusing them. Same with the police. It means that the rule of law has to exist in the Democratic Republic of the Congo. And that means that those who have committed these heinous crimes have to be held accountable. People have to see them. Voilà. Donc nous avons bien suivi. La RDC, elle va mal. Elle va mal pourquoi? Parce que les pillages atroces des minéraux qui n'appartiennent pas à ces voleurs des multinationales qui envoient leurs chiens violenter sexuellement, tirer sur la matrice de la femme, mettre des teinçons, des bouteilles, mettre des gros sel, du gros sel, mettre du piment. Avons-nous affaire à des êtres humains? Je ne pense pas. On a affaire à des démons, des avatars, des reptiliens. Il est temps que tous ceux qui ont massacré, tous ceux qui ont violenté sexuellement, tous ceux qui ont fait ce qu'on appelle crime atroce, soient arrêtés. Que justice soit faite, que les Congolais aient le droit des droits. Oui, le Dieu le dit bien, que les Congolais aient le droit des droits. Est-ce qu'il y a à discuter? Est-ce qu'il y a à discuter? Les enfoirés de merde des multinationales, est-ce qu'il y a à discuter avec vous? Vous êtes des tueurs. Vous êtes des ennemis du peuple de la RDC et de tout le peuple africain. Car ce que vous faites au Congo RDC, vous le faites dans tous les pays d'Afrique. Là aussi, il y a des dictateurs. Car les dictateurs sont vos saute-moutons, sont les petits préfets des Occidentaux, sont les petits préfets préférés de la France et des marionnettes. Mais cela va finir. Les enfoirés de merde des dictateurs. Vous avez intérêt à vous préparer parce que la justice va vous serrer. Vous avez trop tué au Congo. Vous avez trop fait de mal. Congo RDC, vous tuez. Vous faites ce que vous voulez, des viols, fémicides, tout. Le Gabon, pareil. Congo-Brazza, pareil. Au pôle. La Centrafrique, vous avez fait des choses incroyables. Les enfants, viol d'enfants. En RDC, exploitation des enfants dans les mines du coltan, dans des mines du diamant, dans des mines de l'or, dans des mines du cobalt. Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes? Non. Multinationale de merde. Multinationale de merde. Nous allons voir autre chose.
il y a du sang des Congolais qui meurent à l'est du Congo dans un conflit atroce. Pour rechercher le coltan, ce précieux minerai au cœur de nos téléphones portables, il faut aller au Congo, à 1400 km de la capitale du pays, Kinshasa, tout près de la frontière du Rwanda. Pour rechercher le coltan, ce précieux minerai au cœur de nos téléphones portables, il faut aller au Congo, à 1400 km de la capitale du pays, Kinshasa, tout près de la frontière du Rwanda, au sud Kivu. Un miracle géologique gorgé de minerais, un pays ravagé par la guerre, 4 millions de morts depuis 13 ans, une région où la violence se nourrit de l'abondance des matières premières. Nous partons vers les montagnes où se concentrent les mines. La région est dangereuse, mal contrôlée par l'armée congolaise. Joseph nous accompagne, c'est le maire d'une petite commune, Zibira. La moitié de sa municipalité est occupée par des guerrieros. Ils sont installés. Dès lors, ils étaient toujours dans les pays ici. Et pour vous, c'était un drame, hein, parce que les populations congolaises ont été chassées, il y avait des affrontements. Ah oui, évidemment, parce que la population congolaise subit des conséquences très fâcheuses. Il y a des tueries, il y a des massacres, des enlèvements. Avant d'accéder au territoire rebelle, il faut d'abord s'arrêter au PC du commandant de zone, gardé par les soldats de l'armée congolaise. Bonjour. 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 Non, capitaine. Pardon. Les militaires se méfient, ils ne sont pas ici en terrain conquis. Alors vous allez Joseph nous introduit auprès de l'officier. Il sera notre caution pour obtenir le laissez-passer qui permet de continuer notre route. Merci. Un no man's land de quelques kilomètres. Et puis très vite, nous ne croisons plus personne sur le chemin. C'est que les paysans congolais n'osent pas venir jusqu'ici. Au fond de la vallée, après le pont, commence la zone contrôlée par les miliciens rebelles. Dernier barrage de l'armée congolaise. Une poignée de soldats contrôle le pont. Nous montrons le laissez-passer délivré par le commandant de la zone. Ils sont loin d'ici. À 2 km. Vous les voyez de temps en temps? Ils arrivent, on les voit. Et faites bonjour. Ah, c'est ça. Ça va. Ils passent, il y a bon dans la scène. Ça va. Ok. Allez, bon courage. À tout à l'heure. Ça y est, après le pont, nous pénétrons dans la zone rebelle. La piste est déserte, mais nous nous sentons observés depuis les collines. Soudain, nous devons stopper. Un petit groupe de rebelles entoure la voiture. Bien. Bonjour, commandant. Ça va? Désolé, c'est français. Alors, vous voulez aller trouver celui-là? Les guerrieros sont méfiants. Leurs chefs sont restés cachés. Difficile de faire autrement. Les rebelles courent à travers les collines pendant que nous continuons la piste. Le rendez-vous nous a été donné dans ce village. Impossible de sortir la caméra de la voiture.
Les hommes transportent sur leur tête des sacs de minerais. L'œil des rebelles en armes. Ils ne sont jamais bien loin. Le FDLR, c'est le nom du mouvement rebelle. Ils viennent du Rwanda voisin et ils sont installés ici depuis 13 ans. Un habitant accepte de nous dire quelques mots des mines de coltan, à l'abri, dans la voiture. Mais dès qu'on évoque les miliciens, les bouches se referment. Comment ils achètent leurs armes, comment ils achètent leurs munitions. Les chefs locaux acceptent de nous rencontrer dans une maison, mais ils refusent d'être filmés. Beaucoup de ces hommes sont recherchés par la justice internationale. Ces rebelles rwandais, on les appelle les Interamwe. Ce sont eux qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994. 800 000 Tutsis massacrés par des miliciens. Lorsque la situation se renverse, des dizaines de milliers de Hutus doivent passer la frontière congolaise de peur d'être à la fois massacrés par les Tutsis. Parmi eux, les miliciens du régime rwandais déchu et les soldats qui ont perpétré le génocide. Une armée en déroute qui passe au Congo avec armes et bagages. Ce sont ces mêmes hommes que nous rencontrons aujourd'hui. Dissimulés sur nous un micro caché. Voilà, ben nous on est de la télévision française de Paris. On fait un reportage sur les mines. Je sais n'importe quoi. Ce sera tout. Les rebelles ont remarqué notre micro. Impossible de voir une mine. Il faut partir. Sur la piste du retour, nous retrouvons les porteurs de minerais. Sur leur tête, ils transportent du coltan. Ils sont pressés de sortir de la zone pour aller vendre leurs marchandises. Pour ces porteurs, à tout prix, éviter de se faire taxer de quelques billets par les miliciens rebelles. Ces malheureux ne sont pas au bout de leur peine. Alors que le compte devrait être pour eux synonyme de liberté, chaque porteur est racketté sous nos yeux. S'ils ne vont pas filmer, c'est parce que ce sont les soldats de l'armée congolaise qui rançonnent leurs propres compatriotes. Une situation qui révolte Joseph. Le maire sermonne les soldats. Du coup, les porteurs s'enfuient sans demander leur reste. Il y a une position de l'armée là. L'argent, c'est pas pour que les gens, si c'est pas autorisé, c'est un rationnement. Tous les porteurs se retrouvent quelques kilomètres plus loin dans cette maison à Rana. C'est le village où est rassemblé le coltan de la région. Certains ont marché 4 jours pour arriver jusqu'ici avec leurs minerais. Tous les sacs, ils pèsent combien? 40. Chaque porteur touchera 15 € pour cette tâche. Maintenant qu'ils se sentent en sécurité loin des miliciens, Joseph nous livre le fond de sa pensée. Les zones toujours dans lesquelles on retrouve cette matière, elle est souvent occupée par les étrangers qui ça leur sert de financement. Disons que le problème prend deux aspects. Ça prend l'aspect politique et l'aspect économique. Aspect politique parce qu'il y a toujours l'étranger qui est sur le sol congolais, qui doit partir de ce sol-là pour entrer chez nous. Mais entre-temps, ils sont en train de voler le produit congolais. Les étrangers s'enrichissent. Pas de petits Congolais. Pour
Pour réussir à accéder à une mine, il nous faudra faire quelques dizaines de kilomètres plus à l'est, dans une zone récemment reconquise par l'armée congolaise. 3 heures d'une mauvaise piste pour arriver sur un plateau. Les militaires congolais nous accompagnent. Ils sont censés protéger la mine des rebelles qui rôdent. La mine est en fait une carrière dans laquelle des adolescents qui triment comme des forçats. L'or du Congo, ce sont ces morceaux de roche collés à du calcaire. Tu sais à quoi ça sert le coltan? Là, on sait pas bien en tout cas. On sait que c'est juste lumineux, c'est pas animal et tout. Tous les jeunes valides du village creusent la montagne. Ils n'ont pas le choix. La mine est leur gagne-pain. Tu as quel âge? Certains sont même des jeunes enfants. Comme dans une mine d'or, la terre est lavée plusieurs fois. Et quand les impuretés disparues, il restera un sable gris et des petits cailloux noirs. C'est ce coltan qui est convoité par les groupes armés. Il n'y a pas si longtemps, ils sont venus le voler, les armes à la main. Anatole, le chef du village, s'en souvient. Il y avait des groupes de milices, il y avait des FDLR qui venaient souvent attaquer ici à cause du coltan. Ils venaient quand les gens avaient au moins quelque chose, ils venaient piller et tuer aussi des gens. Et là aujourd'hui ils ne le font plus. Ils arrivent aux environs, ils viennent piller les vaches, les chèvres, les casseurs. Mais là ils touchent plus au coltan. Non, ils n'arrivent pas ici parce que ils sont bien sécurisés. La sécurité, ce sont eux. Une poignée de civils commandés par un soldat, pauvrement armés et rarement payés. Il leur arrive eux aussi de rançonner les mineurs. Le précieux minerai est, lui, chauffé, tamisé et soigneusement conservé avant d'être revendu à des marchands de brousse. Je fais payer 10 $ ici. Ça c'est 10 $? Oui. Un peu moins de 7 € pour le contenu de cette boîte de conserve. Plusieurs jours de travail pour le mineur. Faute de route, l'avion est le moyen le plus fréquent pour transporter le coltan vers les villes. L'aéroport de Bukavu est une des plaques tournantes du commerce du minerai dans la région. Les avions sont presque tous de vieux Antonov soviétiques. Ici, on n'aime pas beaucoup les curieux. Nous filmons en caméra cachée. Les appareils font des rotations quotidiennes avec les zones minières pour les approvisionner en vivres et en matériel. Nous embarquons avec l'un d'eux. Les salaires des pilotes sont élevés. Le vol est facturé 2 000 € le voyage. Faire ces navettes est particulièrement dangereux. L'autre danger, ce sont les hommes armés qui pullulent dans la région. Voilà la piste de Mulungu, 500 mètres de terre battue, un mouchoir de poche où personne ne se pose sans angoisse. Interdit de se rater, sinon l'avion termine dans les arbres. Sacs de farine, sucre, caisses de bière. Les vivres vont être vendus aux mineurs. Mais le plus important, ce que l'avion vient chercher, le coltan. Voici la production d'une semaine.
Les sacs ne sont pas très volumineux mais pèsent en moyenne 40 kg. Le coltan est un des métaux les plus denses du monde. Hein? Combien de matière? Quoi, c'est 829 kilos. Dans cet avion, on embarque pour près de 60 000 € de minerais. Les lots sont enregistrés sur un document d'expédition très lapidaire. Il ne mentionne que la quantité et le destinataire, pas l'origine du produit. À Mulungu, il ne se pose qu'un avion tous les 10 jours. Sans lui, le village serait complètement isolé du monde. Depuis 1960, ici il n'y a pas de route. 1960, il n'y a pas de camions et pas d'autres choses ici. C'est à pied seulement et on transporte à dos aussi. Il faut combien de jours pour aller à Bukavu? C'est une semaine presque. Voilà, c'est notre bureau. Il y a l'appareil, le tour de contrôle. Ah, très bien. Voilà. Ça, c'est un tour de contrôle. Oui. C'est le tour de contrôle élémentaire. L'installation est plutôt sommaire, comme le matériel. C'est le métal VHF. C'est pas le tour de contrôle. Ça nous aide pour permettre aux pilotes d'atterrir sans difficulté. La radio sert toujours à prévenir les pilotes si des rebelles ont investi la zone. Depuis 1994, la région n'a jamais connu la paix. Beaucoup de morts, par exemple, l'animal qui va en train de mort, les combattants voulaient gagner des matières comme le coltaïdacide. Et on ne sait pas si on se connaît maintenant assurer de la sécurité, on souffre quelque part, on sait, il y a un autre qui est là, ou autre. Ils font des pillages dans cette état. Il faudra moins d'une heure pour varier la ville. Retour à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, dans la cathédrale de la ville. Ici, on vient écouter un homme, l'abbé Jean Bosco, un apôtre de la théologie de la libération, un homme en première ligne pour dénoncer le coltan du sang. Ça vous arrive de parler de ressources naturelles, des choses comme ça? Mais justement, c'est cela qui nous crée des misères ici. Comment voulez-vous? C'est comme si le Seigneur, en nous donnant ses ressources, il nous a piégés parce que les autres viennent les chercher ici. Et au lieu d'améliorer notre vie, il la rend beaucoup plus malheureuse. Avec Jean Bosco, l'office est une fête. Chaque fidèle attend un seul moment, le sermon de l'abbé. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec moi aussi. J'en ai besoin autant que vous. Pourquoi notre pays ne fonctionne pas bien? C'est parce que beaucoup de gens ici, ils veulent jouir avant d'avoir travaillé. C'est ça la tricherie, c'est ça la corruption. Ils sont prêts à se vendre à l'étranger et on crée la guerre au Congo. Et on donne des armes aux Hutus et aux Tutsis. Battez-vous, bêtes que vous êtes. Et on leur donne des armes. Ils se battent. Et pendant ce temps, le coltan est récolté. Coltan, or, diamant. Vous avez vu mon geste? L'abbé est populaire dans la ville. Son cri d'alarme sait trouver un écho chez les plus misérables. Voilà. On organise la guerre pour pouvoir assurer le pillage. Mais je le dis, pour l'Occident, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que l'Occident gagnerait beaucoup mieux, non pas par cette économie de prédation, il gagnerait mieux en aidant le Congo à décoller. Les richesses du Congo serviraient mieux au monde que dans cette situation de prédation. Il faut donc que les États occidentaux revoient ce système et contrôlent les trafiquants et les autres pirates de temps moderne qui sont en train d'organiser les guerres ici. La meilleure alliée de l'abbé, c'est sa femme, Christine Descriver-Schuller. C'est la fille d'un planteur belge et d'une cueilleuse de thé congolaise. Elle dirige aujourd'hui une association d'aide aux femmes victimes de la violence. Elle dénonce les fameux rebelles rwandais qui contrôlent les mines. Ces femmes sont des miraculées. Elles viennent tout juste d'échapper aux griffes de leurs tortionnaires Hutus
Toutes ont été violées à de multiples reprises par les hommes de ces groupes rebelles. Cécile était une jeune fille de 16 ans. On était venu la kidnapper dans son village. Cécile, on l'a emportée pendant 1 an et demi dans la forêt où elle servait d'esclave sexuelle. Et un jour, elle a réussi à fuir avec sa grossesse. Et voyez le petit produit du viol. C'est la petite Sylvie. On a pris ma mère et mes 2 frères. Mes 2 frères ont allé faire l'exploitation des mines là. Il y avait des mines de coltan. Vous avez travaillé de Non, c'était des soldats. C'était pris comme des esclaves pour aller travailler là. Et une fois tu es fatigué, on te donne les serments et la vie se termine comme ça. Soit ils vous brûlaient vivant, soit ils vous découpaient à la machette, soit au couteau. Et si vous aviez de la chance, ils vous tiraient une balle dans la tête. C'est dommage qu'elle parle pas français. Oui, ils ont beaucoup de mines, beaucoup. Et il y a des gens qui viennent ici en ville, qui les apportent de l'argent là-bas. Ils les donnent des mines. Aussi, ils viennent ici en ville pour vendre ici. Dans une région où l'horreur est partout, Christine est souvent leur seul recours. Chaque mois, elle donne 10 $, 7 € à chacune d'entre elles. Une somme importante ici. Ce que les femmes par pudeur n'avouent pas, Christine ose le dire. Le viol ici est une arme de destruction massive. Il faudrait créer de nouveaux mots pour qualifier ces viols, parce qu'on a des femmes qui nous arrivent et qui disent si seulement ils nous passaient dessus, même à 40, infection ou pas, on n'en parle pas. Mais les femmes sont complètement démontées, détruites. Il y a des viols rituels sur les bébés, les très vieilles femmes, donc personne n'est épargné, même sur les garçons. Il y a aussi des viols qui sont accompagnés d'une telle violence pour détruire, c'est comme pour détruire le moteur de la société qui est la femme. Parce qu'on ne nous fait plus, pardonnez-moi, le plaisir de nous violer normalement. On nous introduit des baïonnettes, des bâtons, des plastiques chauds. Et il y a aussi ces viols pour, justement, à cause de cette exploitation minière, tous ces gens, tous ces hommes qui travaillent ont des besoins, donc ils vont se servir sur la population et ils prennent les femmes, les enfants, les filles pour satisfaire leurs besoins. L'abbé Jean Bosco, lui, répertorie ses crimes pour que peut-être un jour les tortionnaires soient traduits avant la justice divine devant celle des hommes pour leur barbarie qui dure aujourd'hui encore. Comment les êtres humains peuvent-ils s'en prendre à des enfants sans défense, à des femmes éventrées, des femmes enceintes, pilées des têtes d'enfants et égorgées à l'arme blanche, hein, des personnes sans défense. Et ce qui entretient ces groupes armés, c'est le fait qu'ils peuvent accéder au capital. Ils peuvent accéder au capital grâce aux minéraux qu'ils récoltent et qu'ils parviennent à vendre. Lorsque vous voyez de telles choses, vous vous demandez justement ceux qui leur achètent leurs minéraux ou les produits de leur rapine, est-ce qu'ils ont une conscience? Regardez ce qu'ils font. À Bukavu, le problème, c'est qu'argent et conscience ne font pas bon ménage. Ici, il n'y a pas de banque, pas d'industrie. Et pourtant, de nouvelles constructions fleurissent un peu partout. On les appelle les maisons coltans. En ville, les petites compagnies d'aviation sont légion, comme les transporteurs et les transitaires spécialisés. Certains sont même français. L'hypocrisie est générale, tout le monde prospère sur le commerce du minerai. Janvier et Ézéchiel possèdent une agence de fret. Ils approvisionnent les mineurs en produits de première nécessité. Ça c'est du marchandise. Savon, allumettes, piles, etc. Donc, c'est pour qui? C'est pour les clients. C'est qui les clients? Les clients, c'est les commerçants
les commerçants qui transportent les marchandises à l'intérieur. Ils ont même bricolé une radio pour communiquer avec leurs hommes qui vivent en brousse. En retour, ils assurent le transport du coltan et les autres minerais pour les gros commerçants de la ville. Ils en achètent aussi pour leur propre compte. Environ 70 € le kilo. C'est le prix du coltan à l'exportation. On fait les business, on profite d'une petite commission là. Qui fait le prix? Qui fait le prix? C'est le bazungu, c'est le blanc qui fait le prix. Marché mondial, c'est vous. C'est vous qui fabriquez ça. C'est vous qui fabriquez le téléphone. Ah oui, je pense que c'est ça. Quant à savoir où va l'argent qu'ils payent aux producteurs de coltan, les deux compères préfèrent rester prudents. Si ça a été pour financer la rébellion, on ne sait pas. On peut faire... On ne sait pas si ça a été pour financer la rébellion. On ne sait pas. Pourtant, l'argent du coltan sert bien aujourd'hui à financer les guérillas à l'œuvre dans le pays. De l'autre côté du lac Kivu, nous rejoignons Goma, la capitale de la province voisine, le Nord Kivu. Elle aussi égorgée de minerais et en proie à une rébellion. Un volcan en activité, le Nyiragongo, surplombe la ville. Les traces de la dernière éruption en 2002 sont encore visibles, mais Goma est surtout menacée par un chef rebelle, le général Laurent Nkunda. C'est un Congolais, mais de l'ethnie Tutsi, en guerre contre le gouvernement du Congo. Il a affronté l'armée congolaise à plusieurs reprises, en 2004, 2006 et en 2007. Il est recherché pour crimes de guerre. On impute à ses troupes massacres et exactions. D'abord, ils viennent piller nos richesses, ils tuent les personnes, ils volent les téléphones, ils violent nos femmes. Tout récemment, en septembre dernier, 400 000 personnes ont dû fuir la zone des combats où il opère. Laurent Nkunda, c'est l'archétype du seigneur de la guerre, assis sur des mines. Pour le rencontrer, il faut rejoindre le Massissi, le fief de son parti, le CNDP, à 4 heures de route de Goma. Après le feu vert d'un représentant du général, un chauffeur accepte de nous emmener jusqu'à lui. On a quitté la zone gouvernementale. La majorité, ce sont des Tutsis. Nous arrivons devant un barrage. Le repère de l'officier rebelle n'est plus très loin. On arrive au quartier général de Nkunda. De son fief, on domine toute la région. Le contrôle est strict, la crainte d'un attentat. Le général Nkunda, c'est lui. Il affiche la décontraction d'un officier britannique. Même au cœur de son territoire, il est entouré de gardes du corps. Omniprésent, il ne se pas des yeux. Avec nous, le chef des insurgés va se montrer sans complexe. Il s'affiche haut et fort, comme un homme de Dieu. Ça c'est notre chapelle. C'est notre drapeau, notre bannière. Les caractères sont en hébreu. Le général se voit dans la tunique de Moïse. Nous élevons la bannière. Et toute personne qui accepte que Jésus est le roi des rois et seigneur des seigneurs, il est notre membre, il est notre frère. Là, c'est un message que Dieu nous avait envoyé, le 10 avril 2007. On était réunis ici dans la salle et l'Éternel nous a donné un message qu'il faut que nous prenions la décision de changer les choses. Ça remonte Ça remonte à plusieurs années. Je suis pentecôtiste par adhésion, mais naturellement je suis adventiste du 17e jour. Adventiste. Le maquis ne m'empêche pas de continuer cette mission ecclésiastique. À son revers, un Pinseton, Rebels for Christ. C'est une grande organisation, elle est d'origine américaine. Ils prêchent beaucoup de fois dans des rébellions. Le pasteur a même recruté des ouailles là où on l'attend le moins.
Parmi nous, il y a des gens qui ont adhéré au Rebels for Christ et qui prient avec nous, qui sont musulmans. Ils ont écrit quelque chose là-bas et que je ne connais pas. Moi, je ne sais pas lire musulman. Vous avez même des musulmans qui ont adhéré? Oui, oui. Nous avons une doctrine. Notre doctrine, c'est le justicisme chrétien. Oui. Et quand vous êtes musulman, vous adhérez à ce justicisme chrétien. Vous devez avoir un comportement conséquent malgré votre foi musulmane. Homme de Dieu peut-être, mais le pasteur est surtout un combattant. Jésus a dit, je vous donne les brebis pour que les aient la vie, et la vie en abondance. Donc la vie en abondance, c'est dire que le pasteur a le devoir de protéger les brebis. Ok? Et il doit les protéger face à la menace. Si la menace est armée, le pasteur doit protéger les brebis contre cette menace armée. Oui. Vous avez plusieurs bérets. Oui, oui, oui. Militaire, spirituel. Ça se marie facilement. Oui, ça se marie facilement. J'aime ça. J'aime ça. Et en matière de sécurité, l'homme de Dieu préfère quand même les bons vieux lance-roquettes et ses combattants aguerris qui l'adulent. Parmi eux, une femme, le lieutenant-colonel Kavira. Elle appartenait à une autre milice, les Maïmaï, quand Kunda l'a convaincu de se rallier à lui. Pourtant, sa première vocation, ce n'était pas de manier le fusil. Je devais normalement être sœur de Sainte Volte, de sœur bénédictine. J'ai vu que mon peuple souffrait aussi. Je devais prendre l'arme pour le défendre. Donc vous êtes abandonné le couvent? Oui, j'avais abandonné ça. Et vous deviez aller au couvent? Je devais aller au couvent à Rome. En bon chef de guerre, le général Laurent Kunda aime à s'afficher magnanime envers ses prisonniers. Ce jour-là, il en a quelques-uns, des Hutus rwandais, des gamins. Ils doivent sans doute la vie sauve à leur âge, trop jeunes pour avoir participé au génocide au Rwanda. Ils avaient 3 ans à l'époque. Ce sont des Hutus. Et ils viennent de faire ici chez nous 6 mois. Ils mangent avec nous. Et bien sûr, chez nous, gardés par nous. Mais on ne les a pas tués. Kunda se présente comme le leader des Tutsis congolais, une minorité au Kivu. C'est là qu'il affirme puiser sa légitimité de protecteur du peuple. C'est ça le grand problème. Il y a beaucoup de minorités. Mais les autres ont le droit de circuler au Congo. Mais les Tutsis, non. Nous avons été chassés de partout au Congo. De partout, j'ai dit. Et même dans le Nord Kivu, nous ne pouvons vivre que là où se trouve le général Laurent. Sa place, il la doit surtout au soutien du général Kagame, Tutsi comme lui, président du Rwanda. En septembre 2007, pendant que des combats opposent les insurgés de Kunda à l'armée congolaise, le président Kagame le soutient clairement. Regardez cet homme, Laurent Kunda, que vous l'aimiez ou pas, quelles que soient les erreurs qu'il ait pu commettre auparavant, a des revendications politiques qui sont légitimes. Un message clair. Kagame est bien le parrain de Kunda. Mais cela ne suffit pas pour entretenir 6000 rebelles, les armer, les nourrir. Tout cela coûte très cher. Comment financer? Les territoires contrôlés par le général abritent de nombreuses mines, d'étain d'or et de coltan. Pour vivre, vous exploitez les ressources des zones que vous contrôlez, les ressources naturelles. J'ai dit à mes gens, vous devez éviter d'être retrouvés dans un business. Parce que là, notre lutte sera toujours appelée la lutte du terrorisme. Et nous avons tout fait pour être en dehors de ça. Sinon, les gens continuent à dire, si Laurent reprend la guerre à l'Est, c'est pour les diamants, c'est pour les coltans. Et je me suis dit, alors je ne vais pas toucher. L'homme nie farouchement toucher au coltan, mais assure qu'il contrôle tout le système économique de sa région. Nous sommes un mouvement. Nous avons des membres qui comprennent que leur survie dépend de la réussite du CNDP. Et ce gens cotisent de l'argent pour nourrir les militaires. À côté de ça, ma société est très grande. Il suffit de sécuriser la population et la population produit. Il suffit que je fasse une sortie, une cérémonie, et j'ai tout ce que je veux dire. Le général aurait tout ce qu'il veut, sauf les mines, difficile à croire. Pour savoir si le coltan finance oui ou non sa rébellion, retour à Goma. Nous découvrons qu'une de ses proches relations, un ancien général rebelle, est impliqué dans le commerce du minerai venu de sa zone. L'homme est un de ses frères d'armes. Ils sont accusés d'avoir commis ensemble
des exactions en 2004. Nous tentons de rencontrer cet homme devenu commerçant dans son comptoir, un entrepôt discret derrière une station-service qui lui appartient. Nous interrogeons un voisin. C'est vous qui avez le comptoir ici? Ici c'est fermé, il faut qu'on aille dans le comptoir. D'accord, allez. On vous suit. Avec lui, nous nous y rendons en caméra cachée. Mais arrivé sur place, impossible de rencontrer l'ex-général. On nous dit qu'il est en Belgique. Il vient de filmer le comptoir. Non, mais on ne fait pas que ça, on fait... C'est le Kivu. Les deux Kivu. Le Kivu. Moi, je pense que ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important. Nous filmer, nous faire des documentaires, des comptoirs. Pour moi, ça me donne foi. Au fond du bâtiment, il y a effectivement des sacs de minerais. Mais on ne nous dira pas d'où ils viennent. Ah, c'est fini. Oh là 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 là. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo et faire tout à l'heure parce que problème de batterie. Merci, à tout à l'heure.